Je l'ai su à la seconde où Laura a franchi la porte, il m'a suffi d'un rapide coup d'œil. J'étais conscient que ma femme s'était égarée. Le sentiment s'est installé, aussi net que l'intuition, stimulé en partie par le tempérament nerveux qu'elle a manifesté ce soir-là, malgré son explication sur ses horaires de travail tardifs. Les symptômes évidents d'inquiétude de Laura étaient évidents pour toute personne capable d'interpréter les expressions faciales, elle ne pouvait pas dissimuler son malaise. Elle n'était décidément pas douée pour le poker. Gardant mon sang-froid, j'ai enterré tous les soupçons que je pouvais avoir sur l'éventuelle infidélité de ma compagne, mariée depuis 5 ans. Pour aller au fond des choses, j'ai engagé un détective privé. Laura et moi nous sommes rencontrés au cours de notre dernière année d'université, nous avions tous deux 27 ans. Nous nous sommes mariés après 2 ans de romance, sur la base de ce que je pensais être des convictions communes, en particulier un fort désir de rester fidèles l'un à l'autre. Avant de nous marier, j'avais clairement fait comprendre que l'adultère n'était pas une option. Réaliser à quel point j'avais stupidement pensé que notre vie était parfaite jusqu'à ce moment-là m'a fait mal. Ma profession ne prendra jamais le pas sur mon mariage. C'est exactement l'inverse qui est vrai. J'ai offert à Laura des surprises, des fleurs et des sorties coûteuses pour exprimer mon amour. J'ai un fort désir d'être physiquement intime avec toi, et je me maintiens en forme en faisant souvent de l'exercice. Notre intimité physique était constante. J'ai peut-être des défauts, mais je n'ai jamais ignoré ma femme. Laura n'était pas d'une beauté à couper le souffle, mais elle avait une silhouette charmante et bien proportionnée. Bien que ses seins ne soient ni énormes ni petits, ils sont proportionnés au reste de son corps. Elle travaillait comme assistante juridique pour un cabinet d'avocats réputé et rentrait généralement chez elle après une longue journée, mais il lui arrivait de faire des heures supplémentaires pour des affaires importantes. J'ai fait en sorte que nous puissions vivre confortablement grâce à mon succès dans l'industrie technologique. Laura est née dans l'opulence, son père possédait un grand ranch au Texas avec des réserves de pétrole. En insistant sur la signature d'un contrat de mariage, il a protégé ses biens avant le mariage et ses éventuels héritages contre tout règlement futur en cas de divorce. Ma motivation pour l'épouser n'était pas financière, la signature n'était donc pas un problème. Mais je n'avais plus aucun respect pour son père en raison des préjugés indéfectibles qu'il affichait constamment à l'égard des Noirs et des Mexicains. Nous ne vivions pas assez près l'un de l'autre pour passer beaucoup de temps ensemble, et j'étais soulagé de ne pas avoir remarqué cette qualité chez Laura. Une de mes connaissances communes avait fait appel au service du détective privé que j'avais engagé pour savoir si sa femme avait été infidèle. Le lendemain de mon premier soupçon, je me suis rendu au bureau du détective privé pour lui expliquer mes besoins. Lorsque j'ai payé ses services, il s'est rapidement mis au travail. Il a fallu quelques jours à ma femme pour redevenir normale après ce que je pensais être sa première liaison. Elle semblait penser qu'elle avait échappé à la découverte, tandis que je faisais semblant d'être un mari attentionné. Une semaine plus tard, elle s'est portée volontaire pour une autre nuit de travail tardif. Elle semblait s'être habituée à l'idée d'échapper à la surveillance et de poursuivre ses méfaits, puisqu'elle est revenue sans se sentir aussi coupable. Le lendemain, mes doutes ont été confirmés par l'appel de l'enquêteur. Elle avait une liaison avec un collègue, et avait des liaisons au travail après les heures de travail. Il semble que l'enquêteur ait pu prendre des photos floues de l'immeuble situé de l'autre côté de la rue. Sans hésiter, je l'ai autorisé à procéder à l'acquisition de séquences vidéo, même si cela entraînerait une augmentation des coûts. J'ai veillé à ce que les frais soient remboursés. De mon côté, j'ai informé Laura que j'avais menti sur le fait que j'étais malade de l'estomac pour éviter d'avoir des relations sexuelles avec ma femme. Je ne pouvais pas avoir l'impression d'avoir contracté une MST auprès d'elle. J'ai mis ma stratégie en œuvre dès que j'ai pris conscience de cette inquiétude. Comme vice, j'avais un penchant pour le poker. Mes tentatives de poker en ligne, qui impliquaient de petites mises de 5 ou 10 $, produisaient un rendement respectable, surtout si l'on considère mon statut d'amateur, et une fois par mois, je me réunissais avec des copains pour jouer. Nous avions économisé un peu plus de 200 000 $, principalement grâce à mes contributions. J'étais déterminé à ne pas laisser Laura en réclamer ne serait-ce qu'une fraction. Voici le poker en ligne. Afin de jouer au poker de manière anonyme, j'ai utilisé mes compétences pour créer 5 comptes distincts sur un certain site. J'ai planifié des combats où je m'affrontais en tête-à-tête avec moi-même, avec l'intention de perdre. Même si le site web prélevait une partie des gains de Laura pour chaque partie, cela restait inférieur à ce qu'elle aurait pu obtenir dans le cadre d'un divorce. L'idée de perdre notre argent auprès de 5 parties distinctes ne semblait pas aussi suspecte qu'auprès d'une seule. Comme il ne s'agissait pas d'un établissement basé aux États-Unis, la salle de poker offshore où je jouais avait très peu de chances de révéler des informations sur ses clients. J'avais épuisé nos comptes en une semaine seulement, ne laissant que 10 000 $. J'ai prévenu le détective privé après que Laura a mentionné une nouvelle fois une nuit de travail tardive, c'est-à-dire exactement une semaine après.
Selon lui, il était responsable de tout. Cette fois-ci, en rentrant chez elle, elle n'éprouvait presque aucun remords. Son adultère prenait une tournure plus raffinée. Le détective privé m'a assuré le lendemain matin qu'il avait la preuve dont j'avais besoin. Comme j'estimais que la vidéo était plus que suffisante, j'ai refusé un rapport écrit et j'ai pris le DVD dans son bureau. Reconnaissant ses efforts, j'ai payé ses frais et lui ai dit qu'il n'avait pas à s'excuser parce que ce n'était pas lui qui m'avait trahi. Je suis retourné à mon bureau avec le DVD, je me suis enfermé et j'ai dit à mon assistante de ne pas me déranger. À ma grande surprise, j'étais tout à fait à l'aise lorsque j'ai appuyé sur la touche « Play ». Pour être honnête, j'étais déjà au courant de son adultère, et cette vidéo n'y changerait rien. La séquence, qui a été enregistrée à l'aide d'une caméra cachée dans le bureau de l'avocat, présente un son et des images d'une clarté irréprochable. J'étais plus préoccupé par le fait que mes besoins soient satisfaits que par la manière dont le détective privé y parvenait. Le détective m'a donné beaucoup d'informations sur l'amant de ma femme, même si je ne l'avais jamais rencontré. J'avais accès à tout ce qui le concernait, y compris son état civil, le nombre de ses enfants, son arbre généalogique, sa ville natale et son appartenance religieuse. J'ai été quelque peu surpris par la race de l'homme, il était noir, que le détective privé n'avait pas mentionné auparavant. Ignorant que l'amant de ma femme était noir, j'avais expressément demandé des enregistrements vidéo et je n'avais jamais visionné les premières images. Comme on peut s'y attendre, elle poursuivait un homme noir avec de nombreux atouts. Cependant, en le regardant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il faisait à peu près la même taille que moi, si ce n'est un peu moins. Tous les sentiments que j'aurais pu éprouver pour elle se sont évaporés lorsque je me suis détaché complètement de la vidéo. Incapable de comprendre la trahison de leur épouse, plusieurs hommes à ma place sombrent dans la dépression émotionnelle. Le suis-je ? Le pourquoi n'a aucune importance pour moi. Pour moi, le plus important, c'est qu'elle ait réussi. Quelque chose m'a frappé, il a gardé le silence sur moi et sa femme pendant toute la durée de notre relation. De brèves caresses menant directement à un rapport sexuel constitué des rencontres sexuelles, elles étaient inintéressantes. Leur conversation qui s'en prenait aux associés du cabinet d'avocats était la partie la plus remarquable. Très intéressant. Après avoir visionné la cassette, je suis allé voir mon supérieur et lui ai dit que j'avais besoin d'une semaine de congé pour régler des problèmes personnels. Heureusement, nous étions très proches l'un de l'autre, je l'ai donc informé du problème et lui ai demandé sa protection. Il s'est montré très compréhensif, car il avait vécu une situation similaire. Il m'a donné une liste de clients à voir dans d'autres États, afin que je puisse avoir une bonne excuse pour ne pas utiliser mes vacances. Je me suis empressé de préparer une valise chez moi après avoir quitté le travail plus tôt que prévu. J'ai appelé ma femme et j'ai inventé une histoire à propos d'un client de l'extérieur de l'État qui avait une urgence avec son ordinateur, en disant que je devais me dépêcher de le réparer. Voyager parfois pour le travail n'était pas complètement inhabituel pour moi, même si cela arrivait rarement. Elle m'a dit qu'elle m'aimait et que je lui manquerais terriblement, et elle m'a supplié de revenir bientôt. Je me suis abstenu de lui dire « je t'aime aussi » et j'ai plutôt mentionné le fait que je devais me dépêcher pour prendre mon vol. Sa réaction à mon omission était un mystère pour moi. Après avoir pris un avion qui m'emmènerait hors de l'État, je suis passé à l'étape suivante de ma stratégie. J'ai fait de nombreuses copies du film et je les ai placées dans des enveloppes avec les adresses appropriées. J'avais déjà prévu de les envoyer de nuit à une connaissance de l'université de la Côte, par courtoisie, afin de mettre un peu d'espace entre eux et moi. Je lui ai donné les grandes lignes de l'arrivée d'une boîte le lendemain et je lui ai dit de l'ouvrir, de trier le contenu par cachet de la poste, puis d'envoyer chaque article séparément. J'ai pris des précautions pour prouver mon alibi à l'autre bout du pays en demandant à des témoins d'attester de mes allées et venues et de mon emploi. Cela a pu paraître trop clandestin, mais mon but était d'échapper à la détection. Toutes les personnes liées au cabinet juridique de Laura, y compris les parents de l'homme, sa femme et le pasteur de l'église, ont reçu des vidéos. Parmi les nombreux destinataires se trouvaient mes beaux-parents et le pasteur de leur église, ainsi que tous les anciens amis connus de Laura. Les vidéos ont également été envoyées à nos connaissances actuelles. Contrairement à certains hommes, je n'ai pas été gêné de parler à mes amis de l'infidélité de ma femme. C'est moi qui étais innocent, c'est elle qui n'a pas tenu ses promesses, pas moi. Avec le film terminé, j'ai reçu une liste de sites amateurs où je pouvais poster la cassette anonymement pour la rendre publique, et la vidéo a été adressée à mon domicile. La tempête s'est finalement déchaînée jeudi. Je ne connais pas tous les détails, mais je sais que ma femme et son amant ont été immédiatement licenciés après avoir été convoqués dans le bureau de leur patron pour lui présenter les images accablantes. Les amis qui avaient visionné la cassette ont commencé à appeler le téléphone de ma femme peu de temps après. Son père a perdu la tête au téléphone et a immédiatement coupé toute communication avec elle et sa mère.
Un certain nombre d'amis ont appelé mon portable le vendredi pour en savoir plus sur les films. J'ai continué à faire comme si j'étais à l'étranger pour affaires et que je n'avais aucune idée de ce dont ils parlaient. J'étais soulagé d'entendre leur mise à jour sur l'évolution de la situation, cela montrait que certains de mes amis me soutenaient davantage que ma femme adultère. Après avoir composé mon numéro, Laura a répondu, sa voix trahissant son anxiété. Après lui avoir fait part des appels de nos amis concernant la vidéo, je lui ai dit que je serais bientôt de retour et l'ai averti que, si les rapports étaient exacts, elle devrait probablement prendre un avocat. Elle s'était enfuie en rentrant chez elle, emportant avec elle le strict nécessaire. Elle avait cherché du réconfort auprès d'une amie qui venait de divorcer, par coïncidence, à cause de l'adultère de son amie, ai-je appris plus tard. J'ai juré de ne pas communiquer avec Laura autrement que par l'intermédiaire de nos avocats respectifs lorsque j'ai engagé un avocat pour entamer la procédure de divorce. Malheureusement, son avocat n'a pas impressionné, ayant du mal à rétablir la confiance de ses clients après la controverse qui a poussé d'autres avocats à éviter de travailler avec elle. Nous avions 10 000 $ d'actifs, et elle s'est vivement opposée à ce que je lui dise. Mais le reste avait été perdu au jeu avant que je ne découvre sa liaison, et j'en avais la preuve. Notre maison, le seul bien qui nous restait, avait perdu de sa valeur sur le marché immobilier après seulement 3 ans d'occupation. Laura n'ayant pas compris la gravité de la situation, elle a été contrainte par le tribunal de vendre la maison et de partager l'argent à parts égales. Je m'en moquais et je n'avais pas l'intention de rester, d'autant plus qu'elle était au chômage et n'avait pas les moyens de payer les mensualités. J'ai dépensé 8 000 $ pour rembourser l'hypothèque restante, ce qui a réduit notre valeur nette à 2 000 $. Elle a également demandé une pension alimentaire. Le tribunal a rejeté sa demande de pension alimentaire, estimant qu'elle s'était infligé elle-même le chômage, même si elle était capable de travailler. Bien que cela couvre à peine les frais d'avocat, je lui ai envoyé un chèque de 1 000 $. Laura savait qu'elle ne trouverait jamais de travail dans notre ville en raison de l'immense notoriété du scandale, elle était pratiquement seule et avait creusé son propre trou financier. Sa famille l'avait également abandonnée. Sa seule option était de quitter l'État. Après que l'ancien employeur de Laura a fermé les yeux sur une liaison entre 2 employés mariés qui avait eu lieu pendant qu'ils étaient au travail, j'ai juré de le poursuivre en justice. Ils étaient heureux de payer 300 $ pour réparer leur réputation ternie. J'ai pu récupérer la majeure partie de mon argent lorsque j'ai fermé mes comptes de poker en ligne. En termes d'argent, j'étais largement indemne, mais j'aurais tout échangé contre une femme fidèle, une perte irremplaçable. Depuis, j'ai appris que Laura avait du mal à s'en sortir en tant que serveuse et qu'à chaque fois qu'elle postulait pour un nouvel emploi, des copies de son désormais célèbre film apparaissaient, pour une raison que j'ignore. Malheureusement pour Laura, son CV est entaché d'une série de faux pas sur le lieu de travail et de commentaires négatifs sur ses anciens employeurs. Qui suis-je pour juger? J'ai quelques bienfaiteurs parmi mes amis. Se marier? Peut-être, mais je serai honnête quant à mes sentiments à l'égard de l'adultère, qu'il ait aidé ou nui à mon mariage avec Laura.